Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Monsieur Dramé qui est avec nous, Monsieur Touré et enfin Daouda Tall, notre éditorialiste. Place à l'économie, l'heure est à l'ajustement en Guinée équatoriale. Dépendante du pétrole, le pays n'a pas été épargné par la chute des cours des matières premières. Et pour diversifier son économie, le gouvernement met en place une industrie dans le secteur de la pêche. Alors, les précisions dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enememba Soué, commentaire Deo Gracias Okpodo. La Guinée équatoriale lance la plus grande industrie de pêche du pays depuis son indépendance en 1968. Le projet appelé HEPESCA avait été programmé lors de la deuxième conférence économique organisée à Bata en 2007. À cette époque, le gouvernement équato-guinéen avait annoncé plusieurs mesures visant à diversifier l'économie nationale. 10 ans après, le projet se concrétise. HEPESCA est une société anonyme avec des actionnaires nationaux et étrangers qui travaillent dans le cadre d'un partenariat public-privé. La richesse de la Guinée équatoriale, c'est sa zone de pêche. 314 000 km² de mer, riche en poissons. Donc la pêche est la zone, est l'activité économique première de la Guinée équatoriale. La pêche peut créer plus de 60 000 emplois ici. Et c'est prévu qu'au moins 30 000 Équato-Guinéens soient formés pour que ceux-là, à la longue, soient ceux qui font le relais du savoir-faire. Donc, les étrangers avec qui nous allons travailler aujourd'hui peuvent travailler peut-être 5 ans, 6 ans ou pourquoi pas 10 ans. Mais l'objectif, c'est qu'à la longue, on n'ait plus besoin de Béninois, de Togolais, de Ghanéens pour la pêche. Depuis 1995, 70% des revenus de la Guinée équatoriale proviennent de la production du pétrole et du gaz naturel. Avec la société HEPESCA, le pays veut considérablement réduire sa dépendance au secteur pétrolier. HEPESCA a trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la formation de 30 000 Équato-Guinéens dans le secteur de la pêche. La création d'emplois et de revenus. Et ce n'est pas aussi un secret, l'intérêt du président pour intégrer la femme guinéenne dans le développement de l'économie du pays. Avec la transformation du poisson, on a le poisson fumé, le poisson sec et le poisson salé. Donc c'est un projet qui intègre directement à la femme guinéenne dans tous ses travaux. Et le troisième but aussi, c'est d'avoir le poisson frais moins cher. Selon le dernier recensement, la Guinée équatoriale compte une population d'1 200 000 habitants. Avec la récession économique que connaît le pays depuis 2013, plus de 12 000 Équato-Guinéens ont perdu leur emploi. La société HEPESCA vient apporter sa contribution à l'éradication du chômage en Guinée équatoriale. Daouda, on le voit, la Guinée équatoriale veut diversifier son économie. Elle va passer par, notamment, la diversification par la pêche. Est-ce que c'est une piste plausible pour le pays ? Oui, vu la géographie du pays, je crois que c'est quelque chose qui est totalement faisable. Mais il y a quand même une condition. La condition, c'est que les accords de pêche soient bien négociés. Vous savez, en deuxième partie, on parlait d'un pays qui, pendant longtemps, son économie était basée sur la pêche, le Sénégal. Aujourd'hui, ses ressources ont été pillées et pas forcément au profit des populations. Pour ne pas reproduire cette même erreur, qu'est-ce que devrait faire la Guinée équatoriale ? Je pense que ce que devrait faire la Guinée équatoriale, c'est d'abord disposer, faire une bonne cartographie de son océan, en fait, de ce que ça recèle comme potentiel, former les Équato-Guinéens pour qu'eux-mêmes puissent être aux manettes des différentes entreprises qui vont porter ce secteur et ne pas forcément laisser ça à des entreprises étrangères, notamment. Vous savez, l'Union européenne a quasiment des accords de pêche avec tous les pays africains. Et d'ailleurs, via les accords de partenariat économique, il y a aussi cette notion pêche, ce secteur-là. Et comme on sait également que les grands chalutiers, les grands bateaux européens qui viennent, qui pêchaient, il y a des espèces qui se raréfient aujourd'hui. Et si vous refusez ces accords, vous ne touchez pas à l'aide publique au développement, étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont dépendants. Je pense que la Guinée équatoriale est encore épargnée, mais si la baisse continue du cours du baril du pétrole, parce que quand on regarde la structure de l'économie, on va avoir autour de 85-90% à la fois du PIB qui est dépendant des hydrocarbures, les recettes fiscales
exact pareil. Donc les recettes fiscales, l'État n'a que ses recettes fiscales pour se développer. Est-ce que cette diversification n'est pas tardive finalement? On sait que les cours du marché varient et aujourd'hui la situation s'empire, mais pourquoi la diversification économique a tant tardé finalement? Elle a tardé parce que je pense que les autorités n'avaient sans doute pas pris la mesure de la volatilité de cette ressource qu'est le pétrole. Maintenant, je pense également qu'un certain nombre de choses ont été faites dans les domaines de l'habitat, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, etc. Je pense qu'on peut reconnaître à la Guinée équatoriale le fait d'avoir pensé à doter de sa population un certain nombre d'infrastructures nécessaires à la vie humaine, logement, électricité, eau, santé. Aujourd'hui, il fallait passer quand même à la vitesse supérieure, c'est-à-dire ça pouvait se faire parallèlement, faire en sorte qu'il y ait un tissu de petites et moyennes entreprises qui se développent et que la croissance soit elle-même inclusive, réinvestir les recettes du pétrole dans le tissu économique local, porté par des Équato-Guinéens. Je pense que là, il y a eu un petit problème à ce niveau. Monsieur Dramé, on voit, en tout cas certains voient cette chute du baril du pétrole comme finalement une sorte d'électrochoc pour contraindre les pays justement dépendants de ces hydrocarbures à diversifier les économies. Est-ce que vous faites cette même lecture? C'est un choc pour pouvoir faire réagir ces pays rentiers? Je fais la constatation. Et d'ailleurs, si on nous avait dit en 1970-75 qu'on passerait du stade du pétrole à l'orientation vers la pêche, la Guinée équatoriale elle-même n'y aurait pas pensé. Ce qui montre que dans la nouvelle donne de la mondialisation, tous les pays sont obligés de s'adapter aux circonstances. Nous ne maîtrisons plus rien. Nous ne maîtrisons plus rien. Donc dans ces conditions-là, effectivement, orienter l'économie du pays vers le pétrole, vers la pêche, pourquoi pas? Mais il a dit à condition que les investisseurs, au moins à 50-60% ou 70%, soient des nationaux. Premier point. Deuxièmement aussi, il faudrait que les recettes de cette pêche profitent bien aux populations. Et enfin, si le nombre d'emplois créés, comme ils l'ont dit, ce nombre est maintenu, parce que souvent on donne des chiffres, ils ne sont jamais véritablement respectés. Donc si ces trois conditions sont réunies, avec ces 314 000 km² d'océan, effectivement, un pays est capable d'orienter son économie d'un secteur à un autre, du secondaire. Parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'avant, le secteur agricole, c'était 3 à 4%, le pétrole, ça va de 80 à 90%, et le reste, c'était le service. Donc ce qui veut dire que des 80 à 90% tenus par l'industrie, dont le pétrole était, je dirais, la sphère la plus importante, transformer ça au niveau de la pêche, personnellement, je n'y crois pas trop. Mais ceci dit, dont acte. On va parler d'un autre pays, de l'économie toujours, mais cette fois en Guinée, qui dispose d'un nouveau plan de développement économique et social pour la période de 2016 à 2020. Ce document, il balise tout simplement les voies, les stratégies et les plans de financement du développement du pays, et ce, pour les 4 prochaines années. Explication dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. C'est un document qui trace désormais la voie du développement tel que conçu par les autorités guinéennes. Le nouveau plan national de développement économique et social de la Guinée cible les secteurs clés qui retiendront l'attention du gouvernement et de ses partenaires. De 2016 à 2020, ce programme sera le référentiel des projets d'investissement prioritaires en vue de répondre de manière cohérente et efficace aux questions de pauvreté dans le pays. Là, on est en train d'harmoniser le plan national de développement économique et social et le programme alimentaire accéléré pour s'assurer que le cadrage macroéconomique est stabilisé et surtout pour déterminer le niveau de besoin de financement. Il faut aussi qu'on s'assure que les ressources mobilisées vont financer les projets qu'on a envisagés. Ce document retrace également l'évolution de la Guinée au plan économique, social, environnemental et politique durant la période 2011-2015. Le plan de développement 2016-2020 table également sur les stratégies d'investissement. Le budget de l'État pour 2016 tourne pour sa part autour de 15 000 milliards de francs guinéens, avec une contribution du secteur minier estimée à 22,6 milliards. Nous pouvons, à notre niveau, mettre en place des mesures structurelles qui nous permettent de générer des ressources de façon domestique et d'avoir une approche beaucoup plus crédible du financement du développement. C'est bien d'avoir le financement extérieur, mais c'est encore mieux si nous pouvons faire des efforts supplémentaires
pour générer justement ces ressources-là. Avec 12,5 millions d'habitants, le produit intérieur brut de la Guinée est estimé à 470 $ américains selon la Banque mondiale. Le PNDS table notamment sur l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté. D'autres défis comme la prévention et la consolidation de la paix, la gouvernance minière, la réforme du secteur de la sécurité et les élections ne sont pas un reste. Daouda, on le voit, ce type de document n'est pas nouveau. Il y en a même eu pour la période 2011-2015. Là, on est dans la période qui suit, 2016-2020. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'on peut dire que ce type de document est efficace pour un pays? Oui, je crois que ça permet quand même un cadrage, à la fois au niveau macroéconomique et aussi en projection vis-à-vis des impacts qui seront obtenus pour permettre le développement. Et c'est pas nouveau, certes, mais je crois que quand on regarde ce fameux PNDS aujourd'hui, on se rend compte que dans son élaboration même, son élaboration a été participative, c'est-à-dire l'ensemble ça a été partagé au niveau de son élaboration. Ce n'est pas un document qui a été fait et servi aux différentes couches sociales qui sont les acteurs économiques. C'est-à-dire les jeunes ont été invités, le secteur privé, l'État, etc., à s'asseoir et pour partager ce document. Donc je pense que ça permet une meilleure appropriation de cette stratégie, ce qui fait que les acteurs économiques vont pouvoir s'insérer plus facilement dans quelque chose dont ils connaissent le processus d'élaboration. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et je pense qu'à ce niveau-là, la Guinée fait bien. Maintenant, oui, on le voit dans d'autres pays. Il y en a qui visent l'émergence, d'autres autre chose. C'est un petit peu ce dont on parle actuellement autour de ce nouveau plan de développement. C'est la même chose que cette émergence. Ce cadre est un peu flou. Et l'argent, comment on l'amène autour de ce type de projet? C'est un peu flou, oui et non. Oui, j'ai envie de dire, c'est quand même mieux d'avoir un plan de développement. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont du mal à identifier leur secteur prioritaire et qu'est-ce qu'il faut faire en priorité. Mais là, la Guinée veut une transformation structurelle, là encore c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup de pays, transformation structurelle de son économie, associer à la jeunesse, etc. Je pense que comment on le finance, il ne faut pas se baser seulement sur les recettes fiscales, bien entendu, puisque les lois de finances, on sait très bien que les budgets des États africains, y compris la Guinée, sont souvent déficitaires. Pour la Guinée, on parle d'un taux de croissance de 5%, mais ce sont des prévisions. Oui, ce sont des prévisions. Et puis même, est-ce que ce taux de croissance va permettre à l'État d'engranger beaucoup de recettes fiscales qui lui permettent de réinvestir dans le secteur de la santé et de l'éducation? C'est là véritablement l'enjeu. Mais je crois d'ailleurs que la Guinée a un inconvénient qui peut se transformer en atout. À l'heure où on parle, où il y a le débat sur le franc CFA, la Guinée fait partie de la CEDEAO, bénéficie de ce marché, mais n'est pas dans la zone franc de l'UEMOA. Et à ce titre-là, elle est moins tentée à importer beaucoup, ce qui est le drame des économies africaines, puisqu'elle n'a pas beaucoup de devises en fait vis-à-vis de la monnaie guinéenne. Donc en profiter pour créer une économie locale, interne, diversifiée, tenue par les Guinéens eux-mêmes, c'est ça la clé du développement. On va parler cette fois du Mali avec un chiffre qui est notre chiffre du jour qui correspond à 5,3. C'est ce que le Mali prévoit pour une croissance de son produit intérieur brut pour l'année 2016. Cette projection repose sur les attentes liées à de fortes productions dans les secteurs agricoles. On parle de céréales et coton notamment et dans les secteurs miniers avec notamment l'or. Daouda, cette croissance se maintient sensiblement à celle de l'année passée avec 5,4%. Que dire de ces chiffres finalement? Ils sont plausibles pour le Mali? Est-ce que le Mali va atteindre ces 5,3% de croissance espérée? Oui, c'est tout à fait possible, parce que moi j'ai toujours pensé que ce n'est pas parce qu'il y a un conflit au nord, etc., que l'économie est arrêtée. Vous savez, vu de l'extérieur, vu d'Occident par exemple, les gens quand on parle du Mali, ils pensent que c'est juste un terrain de guerre, ce qui est complètement faux. Le Mali est un pays qui est très important dans la zone CEDEAO. Mais la sécurité joue un petit peu sur peut-être les investisseurs notamment? Oui, certainement, il faut sécuriser pour que les investisseurs viennent, mais je pense également que la Guinée a des atouts en Afrique de l'Ouest, le Mali a des atouts en Afrique de l'Ouest, il commerce beaucoup avec son voisin sénégalais d'ailleurs, et je pense qu'à ce titre-là, et puis il y a le secteur minier qui se développe, je crois que ce sera très peu.
mais il faut poursuivre en espérant que la croissance soit inclusive, ce qui n'est pas quand même le cas toujours. Monsieur Touré, quand on voit un pays comme le Mali qui projette une croissance de 5,3%, pour vous, on parle plus d'une embellie ou de l'émergence dont on parle beaucoup? Moi, personnellement, à cause du Sénégal, je ne crois plus à ces chiffres-là de croissance à cause de notre président qui nous donne toujours de faux chiffres en nous disant croissance de 6 à 7%. Et nous ne sentons pas cette croissance. Je pense que Ibeka ou les autorités maliennes ne sont pas comme nos propres autorités qui trompent leur peuple vis-à-vis de ces chiffres en leur espérant qu'ils vont se développer. Moi, j'encourage la Mali qui traverse une période extrêmement difficile due à l'insécurité, comme vous venez de le dire. Tant qu'il y a de l'insécurité, les investisseurs ne viendront pas. Et l'Afrique ne pourra pas se développer tant que les investisseurs ne viendront pas pour investir au niveau de l'Afrique et faire développer nos infrastructures et autres. Monsieur Dramé, effectivement, on est loin de ressentir cette croissance robuste sur le terrain, en tout cas dans beaucoup de pays africains, il faut le dire. Qu'est-ce qui peut et doit être amélioré sur les plans structurels et sectoriels pour notamment faire ressentir cette croissance dont on parle au sein de la population? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la croissance en tant que telle, c'est un sujet de leader, c'est un sujet technique, c'est un sujet pour les intellectuels. Les populations ont besoin de sentir la croissance dans leur assiette, c'est ça le plus important et c'est ça qui n'est pas le cas en Afrique, premièrement. Deuxièmement, en France ici, quand on tourne entre 1,1 et 1,5% de croissance, on saute, on danse parce qu'on est content, parce qu'on sait justement que ça va avoir un effet multiplicateur sur l'économie et c'est de la réalité. Troisièmement, c'est le fait que le taux de croissance est calculé sur des agrégats, sur des termes qui en Afrique ne sont pas forcément formels. La production intérieure, PIB de l'année N, moins PIB de l'année N-1 sur N-1 multiplié par 100, mais c'est quoi ça? On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Qu'est-ce qu'on met dans la production intérieure brute? Chez nous, l'informel prend une bonne partie, les services prennent une bonne partie, et ce qui est dommage, et c'est ça justement qui désoriente les taux de croissance en Afrique, c'est le fait que l'investissement en particulier vient de l'étranger. Prenez le cas d'Alstom, qui va investir pour le fameux TER au Sénégal. Ils amènent leurs fonds, ils investissent au Sénégal. À un moment donné, le taux de croissance va s'élever un peu. On est content, on est à 6%, 7% de croissance. Mais Alstom va faire quoi? Il rapatrie ses intérêts en France. Il rapatriera ses dividendes en France. Est-ce que ça ne participe pas du tout au développement économique du pays? Donc les taux de croissance en Afrique, en effet, ne sont pas suivis d'effets réels. J'ai eu une seule exception, et ça m'a fait plaisir, quand Idi avait amené le taux de croissance du Sénégal à 6,7. On avait vu dans les 2 années qui ont suivi... Idi n'a jamais été président du Sénégal. Oui, Premier ministre. Premier ministre. Voilà, il était Premier ministre, c'est lui qui gérait la politique. Là, on avait vu... Mais ça viendra, vous me cherchez là. On avait vu l'impact de cela pendant les 2 années et puis ça a tourné. Donc les taux de croissance en Afrique, il faut s'en méfier. Ils n'ont qu'à, ces chefs d'État-là, orienter le développement du pays vers les besoins des populations immédiatement, plutôt que de nous rabâcher les oreilles avec des taux de croissance dont les agrégats nationaux utilisés sont souvent biaisés. Merci, c'est en tout cas la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré à la criminalité et au banditisme au pays de la Teranga, au Sénégal. Je remercie donc nos invités qui ont été présents autour de cette émission. Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole de Rewmi France. Maïssa Touré, qui est le coordinateur, au plaisir. Maïssa Touré, qui est donc le coordinateur du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Et merci à notre éditorialiste Daouda Tall. Merci Yara, c'est un plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans un instant, la suite de nos programmes.